Québec, le député libéral de Saint-Henri, Romain Hintz, est accusé de fraude. Joliette, Roch-la-Salle se dit innocent, mais est prêt à partir. Liban, le ravitaillement du camp de Bourges-Barajnier tourne mal. Et au point, Missine et Laurent Sévêque se racontent. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le député de Saint-Henri à l'Assemblée nationale, Romain Hintz, a demandé à être retiré du caucus de son parti. Il fait face à 66 accusations de fraude et d'abus de confiance concernant l'octroi de subventions alors qu'il était dans l'opposition. Jean Bédard nous dit ce qu'il en est. Ces images datent de l'assermentation de Romain Hintz comme député de Saint-Henri en décembre 85. Et déjà, pendant la campagne électorale, son adversaire péquiste Francine Lalonde avait soulevé le cas de 2 subventions qui avaient été utilisées frauduleusement par M. Hintz. Ces subventions auraient servi à l'organisation de tournois de golf dont les revenus auraient ensuite été partagés entre des organismes de loisirs par des amis de M. Hintz regroupés dans un comité des jeunes de Saint-Henri. L'affaire a mis la puce à l'oreille de l'escouade des crimes économiques de la Sûreté du Québec qui a fouillé tous les cas de subventions accordées aux députés de Saint-Henri depuis 1981. Cette enquête avait d'ailleurs été rendue publique en octobre dernier, qui avait reconnu Romain Hintz pour qui il n'était pas cependant question de démissionner à l'époque. Non, du tout, parce que comme disait le solliciteur général, il y a toujours présomption d'innocence, et je crois que j'ai pris d'ailleurs. Parce que si j'avais honte de moi-même, je ne serais pas ici à l'Assemblée nationale. En fait, l'escouade des crimes économiques a relevé 66 cas de dossiers où des subventions variant de 500 à 1500 $ auraient été détournées de leur objectif. D'où les 66 chefs d'accusation déposés aujourd'hui contre le député. Accusations de fraude, d'abus de confiance, de supercherie et de mensonges. Informé des accusations portées contre lui, Romain Hintz a décidé de se retirer temporairement de toutes les activités du Parti libéral et de l'aile parlementaire du parti, même s'il reste député du Parti libéral. Robert Bourassa a indiqué que le sort de son député au sein du parti ne sera définitivement décidé qu'à la fin du procès. Jusqu'à ce que la cause soit entendue, jusqu'au jugement. Alors ça devrait durer un an et demi, ça dépend des procédures. Voilà une histoire plutôt embarrassante pour les libéraux qui n'ont eu jusqu'ici qu'à se féliciter de leur image de probité, en comparaison en particulier avec l'avalanche de scandales qui secouent les conservateurs fédéraux. Jean Bédard, à Québec. Maintenant, à Ottawa, le bureau du premier ministre confirme ce soir que M. Mulroney et certains de ses adjoints ont participé le 25 juin à un cocktail fraises et champagne à la maison de Sainte-Adèle dans les Laurentides d'un leveur de fonds conservateur en compagnie de gens d'affaires qui ont versé jusqu'à 10 000 $ au Parti conservateur. Et puis dans cette autre histoire où des gens d'affaires aussi auraient versé en juillet 85 des contributions de 5 000 $ comptant, le premier ministre affirme que l'enquête de la GRC qu'il a lui-même ordonnée lorsqu'il y vend d'affaires conclut que son ministre Roch-la-Salle est irréprochable là-dedans. D'ailleurs, aujourd'hui à Joliette, M. Lassalle a protesté de son innocence avec la dernière énergie. Il est même prêt à partir si c'est bon, dit-il, pour la crédibilité de son parti. Geneviève Gué et Daniel Leroux nous disent où en sont les choses. Brian Mulroney avait complètement perdu le sourire ce matin quand il est arrivé au Parlement. La dernière tuile à lui tomber sur la tête implique son ministre Roch-la-Salle, au sujet duquel le réseau anglais de Radio-Canada disait hier soir qu'il avait été l'invité vedette d'une réception tenue à Montréal en juillet 1985. Ce que cette réception avait de singulier, c'est que les hommes d'affaires qui y participaient avaient payé un prix d'entrée de 5 000 $ comptant, en échange de quoi on leur laissait entrevoir la possibilité d'obtenir des contrats gouvernementaux. Cette fois-ci, c'est le ministre d'État, député de Joliette, qui aurait participé à une levée de fonds à 5 000 $ par tête, patronné par des invités qui s'attendaient à recevoir des contrats du gouvernement. Mais tout cela n'était pas du nouveau pour Brian Mulroney. Il en avait déjà eu vent dès janvier 1986. Ayant été mis au courant de certains faits que je trouvais inquiétants, j'ai immédiatement transmis ça au greffier du Conseil des ministres avec directive de déclencher une enquête policière. L'enquête ordonnée par Brian Mulroney a porté ses fruits. Des accusations ont été portées contre un député qui n'est pas Roch-la-Salle. Mais c'est justement le rôle de Roch-la-Salle, qui lui est ministre, qui inquiète l'opposition. Jusqu'à présent, le premier ministre, ni le ministre des Travaux publics, ont aucunement répondu aux questions en ce qui a trait à l'implication et l'implication possible
du député de Joliette dans toute l'affaire des partis mystérieux pour recueillir de l'argent. La conclusion du premier ministre, c'est que Roch Lassalle a été blanchi par l'enquête policière. Aucune plainte n'ayant été portée contre d'autres individus, je présume qu'on a jugé le comportement de tous les autres citoyens canadiens conforme en tout temps à la loi. Brian Mulroney demande donc qu'on accorde la présomption d'innocence à Roch Lassalle, qui demeure jusqu'à nouvel ordre dans son cabinet. Daniel Lheureux, à Ottawa. Roch Lassalle annonçait ce matin des subventions pour l'agrandissement de l'aéroport de Joliette. Et le ton de sa conférence de presse donnait l'impression qu'il s'agissait là de la dernière subvention qu'il annoncerait comme ministre. Roch Lassalle se dit prêt à démissionner, même si la seule erreur qu'il reconnaît avoir commise est à son avis minime. C'est celle d'avoir embauché dans son cabinet, sans le savoir, des gens qui avaient eu des démêlés avec la justice. C'est aussi grave que ça. Et si cette perception dans le public, c'est aussi grave que j'en perds mon chapeau et je deviens la tête de turc des caricaturistes. Mais si je pouvais, et si je devais faire un sacrifice pour aider mon parti, mon pays et mon premier ministre, je vous dis que c'est volontaire. Roch Lassalle dit qu'il va prendre sa décision d'ici la fin du mois. En attendant, il proteste énergiquement son innocence sur toute affaire de pots de vin qui ont été payés par des hommes d'affaires pour obtenir des contrats de son ministère. Je nie catégoriquement, je n'ai vu personne me donner 5 000 $ à qui que ce soit, et personne m'ont parlé que ça leur avait coûté 5 000 $ pour rencontrer le conférencier invité qui était celui qui vous parle. À Joliette, si on en croit les gens que nous avons rencontrés, les électeurs donnent encore le bénéfice du doute à leurs députés. Je crois que je mettrais 90% de la population qui sont encore pour Roch Lassalle. Roch Lassalle, c'est un bon politicien, c'est un bon député dans le comté de Joliette. Non, pour le sens pas qu'il devait démissionner. C'est un très bon ministre. Moi, j'ai déjà été mal pris, puis c'est grâce à son bras droit, M. Majot, qui a été dépanné, puis je trouve qu'il y a eu de la bullshit là-dessus. Ça n'a pas été correct. Roch Lassalle a subi un triple pontage cardiaque il y a 1 an. Il dit que si sa santé le lui permet, il aimerait terminer son mandat, au moins comme député. Après, il se retirera dans la maison qu'il fait construire en ce moment, au bord d'une rivière, dans son village natal. Geneviève Hidé, à Joliette. À Rome, les sœurs Lévesque se préparent à rentrer au pays, mais ça ne veut pas dire nécessairement que Micheline en a fini avec la justice italienne, parce que le procureur de la République a prévenu le tribunal qu'il se réservait la possibilité d'en appeler d'ici 10 jours de l'acquittement de Micheline Lévesque. Jean-François Delpine a passé un bout de journée avec elle. Micheline et Laurence Lévesque ont passé leur première journée de liberté aujourd'hui à rencontrer les uns après les autres les dizaines de journalistes venus couvrir leur procès. Une tâche dont elles auraient pu se passer, mais qu'elles ont tenu à remplir par devoir. Leurs avocats estiment en effet que la présence au procès d'un contingent imposant de journalistes canadiens a pu jouer en faveur de leur acquittement. Alors pourquoi ne pas endurer une dernière fois une promenade au parc avec une équipe de télévision? Le fait d'être ici présentement, à cette heure-ci dans le jardin, déjà ça commence à montrer que c'est vrai. Maintenant, il leur faut récupérer leur passeport et se préparer à partir. Partir au plus tôt soit-elle, même si le retour comporte certaines appréhensions. Je suis certaine que la réadaptation à une vie normale sera quand même assez difficile. Revenus au pays, les deux sœurs promettent d'écrire le récit de leur mésaventure, mais il n'est pas question pour elles de chercher à retrouver ceux qui en sont responsables. Nous avons subi les conséquences des gestes qui ont été posés par ces gens, d'accord, mais maintenant, je voudrais que ce soit fini un peu. Enfin, chose étonnante, même si le tribunal les a acquittés, Micheline en particulier aurait souhaité que l'histoire se termine un peu mieux. Je pars complètement libérée. Si vous m'aviez posé cette question-là il y a peut-être 4, 5, 6 mois, je vous aurais dit, en aucun cas, à partir d'ici, quand Maître Raccal lui-même aura fait appel, que je serai exonéré de tout blâme, mais je ne vais pas rester 4, 5, 6 mois peut-être davantage en Italie pour recommencer cette expérience qui est quand même assez pénible. Et libération faute de preuves, ça me contente.
Les sœurs Lévesque partiront pour le Canada au plus tôt mardi prochain. Il leur faudra d'ici là remplir certaines formalités et surtout, dit-elle, remercier tous ceux qui ici leur ont prêté main forte. Mais pour Micheline Lévesque, la mésaventure italienne n'est peut-être pas tout à fait terminée. Le ministère public italien se prononcera sous peu sur son intention ou non d'utiliser son droit d'appel et ainsi peut-être de contester le verdict d'acquittement prononcé hier par le tribunal. Jean-François Lépine, à Rome. Plusieurs tonnes de vivres sont enfin parvenues ce soir aux Palestiniens du camp assiégé de Bourg-Barajneh à Beyrouth. Quelques personnes également blessées ont pu être évacuées vers un hôpital. À Ottawa, le ministre des Affaires extérieures, Joe Clark, a déclaré que le Canada exerçait des pressions afin que nourriture et médicaments parviennent aux réfugiés, pressions qui sont également faites par les pays de la communauté européenne. Ce matin, un convoi des Nations Unies n'avait pu pénétrer dans le camp. Alors que les 2 camions et les 4 ambulances approchaient de l'entrée de Bourg-Barajneh, des couteaux ont éclaté. Un responsable iranien à bord d'une ambulance a été tué et les camions ont eu leurs pneus crevés. Mais ce qui a sans doute débloqué la situation ce soir, c'est l'évacuation plutôt aujourd'hui de la ville de Magdouché par les combattants palestiniens. Hamal posait comme condition du ravitaillement du camp assiégé ce retrait palestinien afin de contrôler à nouveau Magdouché. La politique d'ouverture du leader soviétique Mikhail Gorbatchev a dératé, semble-t-il. Des policiers en civil s'en sont pris à des manifestants, de même qu'aux journalistes occidentaux qui filmaient la manifestation. Pour la 5e journée de suite, des Juifs qui veulent émigrer en Israël ont tenté de faire entendre leur voix. Et pour la 5e fois, les policiers en civil veillaient. Bilan de ces échauffourées fut lundi 4 dissidents condamnés à de légères peines de prison. 3 journalistes occidentaux ont été détenus durant 2 heures et 3 équipes de télévision ont eu leur matériel brisé. Moscou affirme que les agresseurs ne sont que de simples citoyens qui veulent faire respecter la loi, mais les journalistes sont unanimes, ce sont des agents en civil du KGB qui agissent de façon organisée. Un comité parlementaire du gouvernement du Québec recommande d'ajuster les limites de vitesse sur les routes de la province, de les ajuster en fait au comportement moyen des conducteurs. La méthode qui a déjà été expérimentée aux États-Unis et dans 6 provinces canadiennes aurait pour effet de hausser les limites de vitesse sur les autoroutes et de les réduire sur les routes secondaires. Louise Lafontaine nous dit de quoi il retourne. Le rapport fait 2 constatations sur les limites de vitesse. On ne les respecte pas et ce n'est pas le seul facteur de sécurité. S'inspirant d'expériences analogues dans d'autres pays, le comité recommande de fixer des limites de vitesse différentes selon les routes, limites basées sur le comportement des automobilistes. Lorsque 85% d'une population ne respecte pas et, entre guillemets, de bonne foi la loi, c'est peut-être la loi qu'il faut réviser. On propose donc d'établir de nouvelles limites de vitesse variées correspondant à la moyenne de vitesse observée par 85% des automobilistes. Sur les autoroutes, on pourrait prévoir des hausses de limites à 115 km/h pendant qu'il y aurait des baisses de limites de vitesse sur de plus petites routes secondaires. En contrepartie, on recommande une surveillance policière accrue et une plus grande sécurité pour les infractions puisque la présence d'autopatrouilles constitue un facteur important de réduction de vitesse. On propose aussi de fixer des limites de vitesse minimales assorties d'amendes proportionnelles et de réaliser un projet pilote sur les autoroutes avant de s'engager dans une réforme globale. Rappelons qu'il s'agit là d'un rapport de comité préparé pour le ministère des Transports. Il appartiendra au ministre de décider ce qui doit être retenu de ces recommandations. Ici Louise Lafontaine à Québec. À Terre-Neuve, un tribunal a condamné le capitaine du chalutier français La Goélette à 1500 $ d'amende pour pêche excessive dans les eaux canadiennes. Michel Couturier rapporte que la Cour également a ordonné la saisie de plus de 6000 kilos d'aigle fin que contenait le navire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès n'aura duré que quelques minutes. Les avocats avaient discuté le coup auparavant et le capitaine du navire, Jean Queneau, a plaidé coupable. Mais ça ne veut pas dire qu'il trouve les limites qu'on lui impose acceptables. C'est complètement ridicule, cette loi-là, oui. Le navire Saint-Pierre, la Goélette, avait en ses cales 8700 kilos d'aigle fin, soit plus de 3 fois ce qui lui était permis par voyage cette année, mais moins que ce qu'elle aurait pu prendre l'an dernier.
Le surplus a été saisi par la couronne et le capitaine a dû payer l'amende. Pêche et Océan Canada avait ordonné aux chalutiers de gagner le port de Stephenville mercredi, après que l'observateur à bord ait donné l'alerte. Les officiers des pêches ont passé plus d'1 heure à bord du navire à examiner la situation. Et en débarquant... Non, je ne peux pas faire aucun commentaire à cet égard. Personne dans la région n'est autorisé à parler. De crainte, semble-t-il, que l'incident ne prenne une teinte politique à cause de la récente entente France-Canada sur les pêches, cette fameuse entente qui ne satisfait personne. Cette saisie et cette amende portent en elle plusieurs messages, puisqu'elle est de nature à rassurer les gens qui sont craintifs vis-à-vis de l'entente Canada-France sur les pêches, et de nature également à inquiéter les pêcheurs étrangers qui sont soumis à des prises accidentelles aussi minimes. Ici Michel Couturier, à Stephenville. Rendez-vous 87 a pris fin ce soir. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, la Ligue nationale et soviétique ayant chacun une victoire. Rendez-vous 87 a été une fête du hockey, mais aussi une grande fête populaire grâce aux événements culturels et mondains, comme nous rappelle Gilles Morin. Rendez-vous 87 aura favorisé les rencontres entre les grandes vedettes du hockey. Rencontres qui mettaient aux prises les étoiles actuelles au Colisée. Rencontres aussi des vedettes du passé avec leurs admirateurs au Temple de la Renommée. Leur présence au milieu des souvenirs de leurs exploits a provoqué une affluence inespérée. Cette exposition a attiré plus de monde en une semaine à Québec que durant une année entière à Toronto, soit au-delà de 100 000 personnes. J'aimais ça, de voir les photos de Maurice Richard, puis de différentes trophées, surtout les coupes. Les événements culturels présentés durant cette semaine de festivités ont tous connu du succès. Il y en avait pour tous les goûts, ou presque, entre les groupes rock et le Cœur de l'Armée rouge, de loin le plus populaire. Cette semaine se voulait le rendez-vous du sport, des arts et de la culture. Il aurait fallu ajouter des modalités. Gala gastronomique, rétrospective Cardin furent réservés aux bien nantis et aux invités spéciaux. Une exception, le gala de mode international qui a fait déplacer un public 2 fois plus nombreux que prévu. Donc, en apparence du moins, Rendez-vous 87 aura remporté un succès sur toute la ligne. Les Est, bien sur le côté. Les hôteliers et restaurateurs de la région de Québec sont au 7e ciel. Des retombées directes, immédiates de 5 millions de dollars. On ne saura pas avant quelques semaines le bilan financier de ces festivités, le total des subventions, des dépenses, des recettes. Cependant, le concepteur de l'événement, Marcel Aubu, annonce déjà des profits. Si tout marche comme prévu jusqu'à la fin, c'est pas terminé, il y aurait définitivement un surplus qui peut avoir une certaine importance. Il y a peu à redire sur Rendez-vous 87, seulement quelques interrogations. Était-il nécessaire pour les gouvernements de subventionner aussi généreusement cet événement? Était-il décent pour les organisateurs de profiter du Carnaval de Québec au point de l'éclipser complètement? Gilles Morin, à Québec. Les communes vont se prononcer sur la peine de mort avant l'ajournement en juin. Les débats devraient commencer le mois prochain. Durant la dernière campagne électorale, M. Mulroney s'était engagé à proposer un vote libre des députés sur la peine de mort. Si le vote est positif, il y aura à l'automne un projet de loi favorisant son rétablissement. En terminant, c'est dans un an, jour pour jour, qu'auront lieu les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Calgary. D'après Louis Lemieux, tout semble prêt, bien que s'y inquiètent déjà les organisateurs de la météo. La métropole des prairies canadiennes, avec ses airs texanes et ses montagnes rocheuses, fait souvent bien des jaloux. Et c'est d'autant plus vrai cette année que Calgary n'a pas encore vraiment eu droit à l'hiver. La tenue des Jeux en cette année exceptionnelle serait difficile, mais pour la première fois aux Olympiques d'hiver, tous les sites olympiques sont ou bien à l'abri, ou bien réfrigérés, et partout, il y a de l'équipement pour faire de la neige. La construction des installations olympiques achève un peu partout, comme on peut le voir à l'anneau de vitesse intérieure sur le campus de l'université. Au parc olympique, en bordure de la ville, il y a les sauts à ski et la piste de luge. Pendant que le Saddle Dome est déjà le temple du hockey à Calgary.
Le ski nordique a été installé dans le petit village de Canmore, à un peu plus d'une demi-heure de route. Et au pied des Rocheuses, dans le parc provincial Kananaskis, le nouveau centre de ski Nakiska servira aux descentes. Bonjour. Le comité organisateur des Jeux, OCO 88, semble avoir tout prévu, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est sûr que nous avons beaucoup de choses à faire, mais nous avons vraiment une équipe très capable. Alors, durant l'année qui vient, nous allons travailler très très fort, mais c'est sûr qu'en 1980, nous allons être prêts pour monter les Jeux. Les grands commanditaires commencent à profiter de l'attention et lentement, mais sûrement, Calgary devient une ville olympique. Le compte à rebours est donc officiellement commencé. Et tout le monde ici espère que la fièvre olympique sera contagieuse, puisque c'est dans un an maintenant, soit le samedi 13 février 1988, que le Canada vivra pour la première fois des Jeux olympiques d'hiver, en espérant évidemment que l'hiver sera au rendez-vous, ce qui n'est surtout pas le cas aujourd'hui. Ici Louis Lemieux, à Calgary. C'était le téléjournal de Radio-Canada qui vous présentera Jean Ducharme en fin de semaine. N'oubliez pas le point ici. Ici Bernard de Rome. Au revoir. Passez une bonne fin de semaine.